Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début, le tournant du millénaire a été marqué par la floraison de concepts inhabituels. Il suffit de se souvenir de l'Audi Rosemeyer Concept Supercar de 2000, du Volkswagen Concept D de 1999, qui devint plus tard la Phaeton. De série, la Phaeton de série, le pick-up Volkswagen AAC, 2000, et le microbus Volkswagen, 2001, le roadster Mercedes-Benz Vision. SLR, 1999, la BMW Z9 Gran Turismo, 1999, la berline de luxe Lancia Dialogo, 1998, et bien d'autres encore. Ce n'est pas un hasard si nous énumérons tous ces concepts en détail, ils nous permettent de mieux ressentir l'esprit et l'atmosphère de ces années. Les voitures conceptuelles prospectives montraient l'orientation du développement de l'industrie automobile mondiale et les tendances qu'elles allaient définir à l'avenir. Il est important que le marché de l'automobile et les constructeurs eux-mêmes soient en plein essor à cette époque et qu'ils envisagent l'avenir avec optimisme et confiance. Renault s'en sort également bien, avec une gamme comprenant la petite Twingo, la Clio compacte à haillons, la Mégane multiformat, la fourgonnette compacte scénique, la Laguna plus grande, et les monospaces espace et grand espace. Et il ne s'agit là que du segment des voitures particulières. Cependant, la Safrane, le modèle phare à haillons produit depuis 1992, est déjà franchement dépassé, y compris sur le plan du design. Après tout, Mercedes et BMW ont remplacé leurs anciens représentants de la classe au milieu des années 90 et les ont déjà modernisés au début des années 2000. Les Français ne sont pas en reste, Citroën travaille sur le modèle phare C5, Peugeot vient de présenter la 607e. Bref, la concurrence dans le segment des grandes berlines et des voitures à haillons est féroce. Il était évident qu'il était temps pour la vénérable Safrane de prendre sa retraite, car parmi les jeunes nouveaux venus, elle n'a rien à faire dans la poursuite du portefeuille le plus maigre des acheteurs potentiels. Le résultat de l'expérience créative suivante de Renault a été un concept car en forme de coin appelé Velsatis, présent au salon de l'automobile de Paris à l'automne 1998. Un immense pare-brise, qui était aussi un toit panoramique, une optique élégante, une ligne ondulée, des vitres latérales, une lunette arrière verticale, qui se fondait harmonieusement dans les vitres latérales. En même temps, il n'y avait pas d'odeur de biodesign ici, le New Edge, avec ses lignes nettes et ses arêtes tranchantes, était à la mode. Le prototype a reçu une silhouette très dynamique, car le pare-brise fortement obstru semblait être prolongé par le capot descendant. Et la superstructure, en verre de la poupe rappelait plutôt le roof d'un navire. Tout cela dans le cadre du concept, qui n'est pas une voiture de série, semblait frais, inhabituel et même approprié. Le nom de la voiture est forme des mots velocity, vitesse, et satisfaction, satisfaction. Il est facile à prononcer et sonne en même temps comme s'il existait réellement dans n'importe quelle langue. Cependant, en russe, un surnom déformé et péjoratif a été donné plus tard à la voiture de série. Et en 2001, les Français ont fait un geste, en présentant au Salon de l'Automobile de Genève la série Velsatis, pour laquelle on dépense 549 millions d'euros, et près de la moitié de cet argent a été consacré à l'ingénierie et à la conception. Le design de Patrick Lequesmin et son cote, terre à terre, par rapport à la forme du concept ont surpris même les fans de la marque. Parce qu'il était infiniment loin de l'habituelle classe à fer à haillons, qui comprenait les anciennes Renault 25 et Safrane. Le capot relativement court a été associé aux voitures compactes ou aux monospaces, le toit a été légèrement surélevé par rapport aux voitures traditionnelles, et les larges portes en aluminium ont permis aux conducteurs et aux passagers avant d'entrer confortablement dans la voiture, ainsi qu'aux passagers arrière, ce qui a été facilité par la forme verticale de la porte dans la zone de la lunette arrière, et par la longueur de l'empattement de 2840 mm. De profil, la lunette arrière panoramique a un aspect triangulaire, et la silhouette conserve la principale caractéristique du concept. Une combinaison efficace d'une forte inclinaison du capot et du pare-brise en aluminium avec une ligne verticale de la lunette arrière, ce qui est visuellement réalisé par l'inclinaison négative du montant arrière. D'une manière générale,
face aux berlines allemandes traditionnelles et même à des concitoyennes, comme la Peugeot 607, le concept s'est avéré très distinctif et d'une audace sans équivoque. La Velsatis a été créée pour réimaginer la voiture de prestige en français et cibler une clientèle moins conformiste. Patrick Lequément, designer en chef de Renault, a déclaré techniquement, la voiture transversale à traction avant était beaucoup plus conventionnelle, une paire de moteurs à essence, un 2 litres turbocompresse de 163 ch, 250 Nm et un V6 de 3,5 litres de 241 ch. 330 Nm, et une paire de turbodiesel de 2,2 litres et 3,0 litres respectivement. Après le restylage de 2005, un turbodiesel DCI de 2 litres l'heure a été ajouté. Il n'y a pas eu de miracle, le restylage apporte à la voiture une calandre et des flots arrière légèrement différents, ainsi que des poignées de porte chromées. L'équipement de la voiture était également assez riche pour correspondre à son positionnement, serrure, rétroviseur et vitres électriques, de série, dans la catégorie climatisation séparée, optique à lentilles et même, pour la première fois dans l'histoire de la marque, un régulateur de vitesse adaptatif. Il est intéressant de noter que cette apparence non standard n'a pas empêché la voiture de passer brillamment le crash test Euro NCAP. À 2 reprises en 2002 et en 2005, après un restylage, et d'obtenir la note maximale de 5 étoiles. En 2002, première année de production complète du modèle, près de 21 500 exemplaires ont été vendus, ce qui n'est pas un mauvais indicateur pour une voiture aussi inhabituelle. Cependant, l'année suivante, les ventes de la Velsatis ont fortement chuté, 13 127 pièces, et en 2004 et 2005, elles n'ont été que d'environ 8 000 voitures par an. Même le restylage n'a pas amélioré la situation. En 2006, moins de 5 000 exemplaires ont été vendus, et en 2007 à 2009, les ventes sont devenues presque fragmentaires, 1500 à 3000 voitures par an. Puis la Velsatis a été retirée de la production. De plus, elle est entrée dans l'histoire comme la dernière grande Renault, qui pourrait être attribuée aux représentants de la classe affaires du segment E. Pourquoi cela s'est-il produit? Pas comme les autres. Commençons par le fait que tous les contemporains n'ont pas partagé l'enthousiasme de certains journalistes automobiles. Quant à l'aspect non trivial de la voiture, de nombreux acheteurs potentiels à l'esprit conservateur n'ont tout simplement pas accepté la Velsatis avant-gardiste qui, en raison de sa forme inhabituelle, ne leur paraissait pas assez prestigieuse. Bien sûr, nous pouvons nous rappeler qu'une version spéciale allongée de la Velsatis a été utilisée par 2 présidents français, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, comme moyen de transport officiel. Mais pouvait-il y avoir beaucoup de présidents parmi ceux qui étaient prêts à voter pour la voiture à haillons d'avant-garde avec leur portefeuille? Oui, la Velsatis a été la 2e voiture au monde à recevoir 5 étoiles selon la nouvelle méthodologie Euro NCAP, la première. D'ailleurs, était aussi un modèle Renault, la Laguna à haillons. Oui, la voiture était vraiment très spacieuse pour une berline, compte tenu de ses dimensions, y compris de sa hauteur, ce qui a été obtenu grâce à une disposition et une hauteur de carrosserie peu conventionnelles pour cette catégorie. L'ergonomie n'a jamais été l'apanage des voitures françaises, il suffit de se souvenir du bouton « Emergency » au plafond du monospace Renault Espace. Mais la Velsatis a reçu un siège conducteur très confortable et une disposition assez traditionnelle des commandes et des boutons, du multimédia et de la climatisation. However, the main reason for the epic failure was exactly the most unconventional appearance. Of course, the Velsatis wasn't as blatantly ugly as the Pontiac Aztek or the Fiat Multipla, mais dans le contexte de la même BMW E39 canonique en termes de design et de style, elle ressemblait à une expérience hépatique, et pas la plus réussie. En fait, cette voiture était une expérience de Patrick Lequément, ce qui est normal dans le cas de concept, mais pas trop souvent. Rencontre sous la forme de version de série. En septembre 2002, le magazine Car a décrit la Velsatis comme « laide et très française ». Comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qui était Lequément dans les années 90 dans le monde des designers automobiles. Certes, il n'était pas aussi haut place que des gourous comme Bruno Sacco ou Giorgetto Giugiaro, mais il était l'auteur de la Ford Sierra 1982, qui est devenue l'une des voitures à l'avant ovale les plus populaires des années 80. Lorsqu'il a rejoint Renault en 1987 en tant que vice-président du corporate design, Lequément a fait preuve d'une telle créativité qu'il a réellement changé l'apparence des voitures dotées d'un losange. Pour illustrer son audace et son courage, il lance la Twingo,
une petite Twingo à l'allure amusante et au look subtilement rétro. Et au milieu des années 90, il a réussi à rendre pertinentes des voitures Renault dépassées comme la 19 à haillons en lançant une nouvelle famille de classe s'est appelée Mégane, ainsi que la fourgonnette compacte scénique. Grâce à leur aspect moderne et attrayant, ces voitures ont pu attirer vers Renault de nombreux clients qui avaient auparavant préféré d'autres marques. Le Cayman et son équipe de 350 designers avaient l'autorité et carte blanche après une série de coups réussis sur le marche. Voyant la Safrane faire pâle figure face aux Allemandes, il décida d'exercer son droit à l'expérimentation en matière de design. De concept pour la voiture de classe affaires, en s'affranchissant des canons habituels. Bien sûr, ce n'était pas la Velsatis présentée au salon de 1998, mais même avec les limitations technologiques et la simplification inévitable, la voiture était audacieuse, peut-être même trop audacieuse. Il est intéressant de noter qu'en 2019, lors de la cérémonie d'enterrement de Jacques Chirac, l'actuel président français Emmanuel Macron arrive avec sa femme dans une Velsatis. Il est très probable qu'en plus de l'hommage, il y ait eu un certain symbolisme, car lors de la cérémonie de sa propre investiture, il est apparu sur un DS7 Crossback Barclay, et dans la vie de tous les jours, il utilise une Peugeot 5008. L'année dernière, la nouvelle voiture présidentielle était un coupe-croise Renault Rafale, apparu le jour de la prise de la Bastille. Dans leur évaluation du nouveau modèle, les professionnels des éditions automobiles mondiales se sont montrés plutôt sceptiques quant aux perspectives commerciales de la Velsatis, et ce non seulement en raison de son apparence, mais aussi parce que ses qualités de conduite ne sont pas des meilleures. Elle était confortable, mais pas autant qu'on pouvait l'espérer, surtout sur les roues de 18 pouces de la version initiale. Il y avait aussi des questions sur la qualité, non pas que la Velsatis soit inférieure aux autres Renault en termes de fiabilité. Mais était-elle aussi fondamentale qu'une Mercedes 210e ou qu'une Audi A6, par exemple? La question est rhétorique. En plus d'être très inhabituelle de l'extérieur, sur le chemin de la chaîne de montage, la voiture s'éloignait encore du concept de 1998, et ce n'était pas pour le mieux. La Velsatis a perdu le côté spectaculaire et épique du coupe avec sa ligne de vitres latérales ondulée, sa lunette arrière radiale et sa poupe ronde spectaculaire, pour ne devenir qu'une grande et étrange voiture à haillons. Il est possible de se souvenir d'un autre exemple de voiture de forme similaire et au destin à peine meilleur, l'Opel Signum. La Velsatis n'a pas été sauvée même par son prix, qui se situe exactement entre les allemandes des classes D et E. Cela n'a pas trop intéressé les acheteurs potentiels. Car la Velsatis est plus chère que la Volkswagen Passat B5 et la Skoda Superbe. Skoda Superbe avec cette dernière, d'ailleurs, le « français » ne pouvait rivaliser en ce qui concerne l'espace pour les jambes des passagers arrière, car la berline tchèque offrait une véritable réserve, limousine, en longueur. Par conséquent, avec les 50 000 voitures par an prévues à l'origine, les Français ont réussi à vendre environ 60 000 voitures pendant toute la durée de vie plutôt courte de la chaîne de montage de la Velsatis, qui a duré de 2001 à 2009. Cela n'a guère contribué à rembourser le demi-milliard d'euros dépenses pour la Velsatis, ni à atteindre les 3% de part de marge prévus sur le segment. Le contraire est absolument certain, jusqu'au 27 août 2009, date à laquelle les Français ont finalement retiré la Velsatis de la production, ils perdaient 18 710 € sur chaque voiture vendue. Ce n'est qu'à ce moment-là que Renault a compris que dans les segments phares d'une classe d'affaires, il vaut mieux ne pas se mêler de tout, surtout avec l'aide d'une telle voiture à haillons informelle. Mais les Français ne sont pas les seuls à proposer des bizarreries. En 2005, Fiat a présenté un break à l'allure étrange portant un nom familier, la Croma, qui n'a pas non plus décollé et est restée sur le tapis roulant jusqu'en 2010. Cependant, la voiture italienne a eu beaucoup plus de succès sur le marché. En 5 ans, Fiat a réussi à vendre près de 133 000 breaks, soit 2 fois plus que les Français en 8 ans. En résumé, nous pouvons conclure que la Velsatis a échoué à la fois à cause de son design trop audacieux et ambigu, et à cause de son facteur de forme incompréhensible. Mais la raison principale réside encore dans le fait qu'elle n'a tout simplement pas atteint les 3 grandes allemandes, ni par la qualité des performances, ni par la dynamique, ni par les qualités de conduite et le niveau de confort, si appréciés dans ce segment. En bref, ils ont voulu, mais n'ont pas pu. En conclusion, la Renault Velsatis incarne à la fois l'audace et l'échec dans l'univers automobile.
Bien que son design innovant et ses caractéristiques uniques aient suscité un certain intérêt, elle n'a jamais réussi à séduire un large public. Les choix de marketing, le positionnement sur le marché et la concurrence féroce ont contribué à son déclin. La Velsatis reste un exemple fascinant de la manière dont une vision ambitieuse peut se heurter à la réalité du marché. Son histoire nous rappelle que le charme ne suffit pas toujours à garantir le succès.